Vous écoutez Au banc du crime, le podcast qui vous fait juger les affaires les plus sombres. L'audience est ouverte. Mesdames et messieurs, installez-vous sur le banc du crime. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande d'entrer dans une scène banale, presque rassurante. Une école élémentaire, au nord-ouest de Portland dans l'Oregon. Une matinée de juin, lumineuse, avec cette odeur de couloirs cirés et de cartons de projets scolaires. Des parents qui sourient, des enfants qui courent, et sur les tables, volcans en papier mâché, maquettes de planètes, affiches écrites au feutre. Skyline Elementary School, le 4 juin 2010. Ce jour-là, on organise une petite exposition avant le début des cours. Kyron Orman a 7 ans. Il porte des lunettes, un t-shirt noir avec CSI en lettres vertes, un pantalon cargo noir. Il aime apprendre et il est fier. Il a préparé son projet. On le prend en photo devant son panneau d'exposition. C'est, à ce jour-là, la dernière image confirmée de lui. Et c'est là que tout bascule. Parce que Kyron ne sort pas de l'école. Il n'est pas enlevé sur un parking désert ni dans une ruelle. Il n'est pas un enfant en fugue qui claque la porte, non. Il disparaît à l'intérieur même de son école, dans un créneau de temps si court qu'il ressemble à une coupure de montage, comme si quelqu'un avait appuyé sur pause et que l'image ne s'était jamais relancée. Vous voyez déjà le problème, juré ? Comment un enfant de 7 ans peut-il s'évaporer dans un établissement en activité, en pleine matinée, alors que des adultes circulent partout ? Kyron arrive ce matin-là avec sa belle-mère, Terry Orman. C'est elle qui l'amène, elle qui reste un moment avec lui à l'exposition de sciences. Parmi les parents et les stands. Selon son récit, elle le laisse ensuite dans le couloir vers 8h45 alors qu'il se dirige vers sa salle de classe. Puis elle quitte l'école. Et pourtant, dans cette routine, il y a un vide. Car à 15h30, le bus scolaire arrive au domicile. Kyron ne descend pas. Terry appelle l'école. Et là, première détonation. L'enseignant de Kyron l'a noté absent. Absent ? Alors qu'il a été vu le matin même, qu'il a participé à l'exposition et qu'il a été pris en photo. Quelques minutes plus tard, une alerte est donnée. Un employé de l'école appelle le 911 à 15h56. À 15h59, la police de Portland et le bureau du shérif du comté sont dépêchés. À 16h33, des agents arrivent à l'école et au domicile. La mécanique démarre. Très vite, ce n'est plus une simple recherche d'enfants égarés, c'est une enquête. Et pas une petite. La recherche initiale devient, selon les autorités, la plus grande opération de recherche unique jamais menée dans l'État de l'Oregon, avec des partenaires locaux, étatiques et fédéraux, dont le FBI. Mais revenons au point d'impact, l'école. Skyline est située dans une zone boisée, à la lisière de grands espaces verts, des endroits magnifiques et impitoyables. Si quelqu'un y entraîne un enfant, ou si un enfant s'y perd, c'est d'ailleurs le premier réflexe. Chercher dehors, partout autour, dans les sous-bois, les fossés, les chemins. On fouille à pied, on quadrille, on revient et on recommence. Et pourtant, les heures passent, puis les jours. Rien. Pas un sac, pas un vêtement, pas une trace confirmée. Mesdames et messieurs les jurés, à ce stade, l'histoire est déjà terrifiante, parce qu'elle heurte notre logique la plus simple. Quand un enfant disparaît, on trouve un dernier endroit, une caméra, un témoin, un bruit, quelque chose. Ici, on a une icône pleine de vie et un trou noir. Alors, l'enquête se resserre sur un détail brutal, l'intervalle de temps. Kyron est vu à la science au petit matin. Ensuite, il est censé rejoindre sa classe. Dans une école, cela devrait être presque automatique. Un enfant va de A à B, encadré par des adultes, dans un lieu fermé avec des horaires. Sauf que ce matin-là, il y a du mouvement inhabituel. Des parents présents, des allées et venues liées à l'exposition, et un enfant, au milieu de cette foule, devient soudain invisible. C'est exactement le genre de situation où la vérité tient à des micro-faits. Une porte restée ouverte 2 minutes, une salle de rangement, un couloir secondaire, une sortie latérale. Un adulte qui croit avoir vu Kyron, mais n'en est pas sûr. Un employé qui pense l'avoir croisé, mais confond avec un autre enfant.
Et c'est là, juré, que je veux vous mettre au défi. Si vous étiez assis au fond de cette école ce matin-là, seriez-vous capable d'affirmer après coup à quelle minute précise vous avez vu tel enfant? Ou est-ce que votre mémoire remplirait les blancs avec ce qui devait se passer? L'enquête, elle, ne peut pas se permettre d'imaginer. Elle doit prouver. Dans les heures qui suivent la disparition, la question la plus simple devient la plus terrible. Kyron a-t-il quitté l'école vivant? Est-il sorti par une porte? A-t-il été amené? Ou n'a-t-il jamais franchi la limite du bâtiment? Chaque option entraîne un scénario complètement différent. Et chaque scénario exige des preuves différentes. À partir de là, l'école se transforme en scène de crime potentiel. On interroge, on reconstitue, on cherche des contradictions, on vérifie les horaires, les trajets, les témoins, on regarde ce qui paraît insignifiant, une minute de retard, un détour, une incohérence minuscule. Et pendant ce temps, dans une maison de Portland, une famille attend un bus qui ne ramènera jamais son enfant. Mesdames et messieurs les jurés, je veux que vous reteniez une image. Cette photo prise le matin même, devant un projet d'école au milieu des autres enfants. Un cliché ordinaire, presque trop net, parce que cette image dans ce dossier devient un ancrage, une preuve de présence, une preuve d'existence, et aussi une frontière. Avant la photo, Kyron est un enfant qui vit sa journée. Après, il est un dossier, un numéro, une affaire. Maintenant, écoutez bien ce qui rend cette disparition unique et qui va nous suivre comme un fil tendu. La fenêtre de temps est courte, mais la fenêtre de vérité est encore plus étroite. Car plus le temps passe, plus les souvenirs se déforment, plus les rumeurs s'incrustent, plus les erreurs humaines normalement banales deviennent des drames irréparables. Et dans un lieu comme une école, où tout le monde pense que quelqu'un surveille, il suffit d'un instant de flou pour qu'un enfant disparaisse sans bruit. Alors, je vous pose la question jurée, et gardez-la en tête pour la suite. Dans cette histoire, qu'est-ce qui est le plus effrayant? L'idée d'un prédateur capable d'entrer et sortir d'une école sans être vu, ou l'idée qu'aucun prédateur ne soit nécessaire parce que le système lui-même, porte, routine, distraction, peut produire une disparition parfaite? À la fin de cette première journée, les forces de l'ordre comprennent qu'elles ne cherchent pas seulement un enfant perdu. Elles cherchent une explication, une mécanique, un point de rupture. Et c'est précisément là, mesdames et messieurs les jurés, que l'affaire de Kyron Orman commence à ressembler à un cauchemar moderne. Une disparition au cœur d'un endroit censé être le plus sûr, avec des centaines de témoins potentiels. Et pourtant, aucun témoin décisif. Dans l'acte 2, nous allons comprendre la chronologie, minute par minute, et regarder ce que l'enquête peut établir comme fait, et ce qui n'est encore qu'hypothèse. Parce que dans un dossier comme celui-ci, la frontière entre les deux n'est pas un détail, c'est tout le procès de la vérité. Mesdames et messieurs les jurés, on va faire ce que fait une enquête quand elle n'a pas de corps, pas de traces, pas d'armes, pas de suspect officiellement désigné. Elle écrase le temps. Elle le découpe, elle le reconstruit. Parce que dans une disparition impossible, la vérité est souvent cachée dans une minute anodine que personne n'a jugée importante, sur le moment. On repart donc dans cette école, Skyline Elementary, ce matin de juin. Il y a le projet de science, des parents dans les couloirs, des élèves excités, des portes qui s'ouvrent, se ferment, des adultes qui croisent des enfants sans les regarder vraiment. Kyron est vu le matin. Il est photographié devant son projet. Ça, c'est le point fixe. Ensuite, il y a une phrase simple, presque administrative. Il est noté absent en classe. Et c'est là que la mécanique se grippe, parce qu'on a deux réalités qui se percutent. La présence confirmée le matin et l'absence en classe. Dans une école, absent peut parfois vouloir dire beaucoup de choses. Un enfant arrivé en retard, un enfant parti à l'infirmerie, un enfant sorti pour une activité, un enfant qui a changé de salle. Mais à 7 ans, en primaire, le périmètre est censé être étroit, et c'est exactement ce qui rend l'affaire Kyron Orman aussi violente. Le périmètre est étroit, mais le vide est total. Le scénario normal tient en 10 secondes. Kyron quitte l'exposition, marche vers sa classe, s'assoit à sa place, et la journée suit son cours. Sauf qu'il n'y a aucune preuve solide qu'il ait franchi cette dernière étape. Et là, juré, je vous pose une question très concrète.
dans un bâtiment rempli d'enfants qui se ressemblent. Qui peut jurer avoir vu Chiron entrer en classe à une heure précise sans se tromper? C'est tout le problème des témoignages visuels. Quand on veut être utile, notre cerveau complète parfois ce qu'il ne sait pas. L'enquête se concentre alors sur une fenêtre courte, celle entre la fin de la séance et le moment où il aurait dû être en classe. Et dans cette fenêtre, il y a 3 possibilités, froides, techniques. Chiron n'est jamais arrivé en classe, et il a disparu dans les couloirs, les sanitaires, une pièce annexe ou une sortie secondaire. Deuxième possibilité, Chiron est arrivé en classe, puis il en est sorti, de lui-même ou accompagné, sans que l'école s'en rende compte. Troisième possibilité, une erreur de perception a eu lieu. On croit le situer à un endroit, mais ce n'est pas lui. Et cette confusion fausse toute la chronologie. Aucune de ces options n'est satisfaisante. Elles sont toutes possibles. Et c'est ça l'angoisse. L'enquête n'a pas un chemin. Elle a un labyrinthe. L'après-midi, Chiron ne revient pas. Le bus arrive et il ne descend pas. Là encore, ce n'est pas une image. C'est un détail de parents, de routine. Le bus qui arrive sans l'enfant. C'est le moment où l'inquiétude devient une urgence. Très vite, l'école et la police sont contactés. Et à partir de là, l'affaire bascule dans le réel le plus dur. On ne suppose plus, on cherche. On fouille d'abord comme on cherche un enfant perdu. Autour, dans les zones boisées, les talus, les chemins. On fait venir des équipes, on élargit. Les premières heures, c'est de l'énergie brute. On pense encore qu'on va le retrouver vivant, caché, perdu, blessé. Mais les heures passent et les questions changent de nature. Mesdames et messieurs les jurés, écoutez bien cette bascule psychologique. Au début, on se demande « où est-il ?» Puis très vite, on se demande « qui l'a sorti de là ?» Et enfin, dans les dossiers les plus terribles, on se demande « comment est-ce possible qu'on n'ait rien ?» Une école, c'est paradoxal. C'est un lieu encadré, mais c'est aussi un lieu où l'on baisse la garde parce qu'on pense qu'il est encadré. Mais des portes peuvent être déverrouillées pour des raisons pratiques. Des adultes peuvent se dire « ce n'est pas mon enfant ». Des enfants peuvent circuler et le projet de science ajoute un facteur critique. Une circulation inhabituelle d'adultes. Ce n'est pas une accusation, c'est un constat d'enquête. Plus il y a de mouvement, plus il est facile de rater l'instant où quelque chose déraille. Et c'est là que l'enquête se met à traquer les détails. Qui était présent dans le bâtiment ce matin-là ? Quelle porte était accessible ? Qui a vu Chiron et à quel moment exactement ? Qui peut prouver ce qu'il dit au-delà d'une impression ? Parce qu'un dossier comme celui-ci se gagne sur du dur. Tickets, appels, horaires, habitudes, trajets, pas sur de l'intuition. Et forcément, l'attention se porte sur l'entourage. Comme dans toute disparition d'enfant, c'est mécanique, c'est logique. Ça ne veut pas dire culpabilité, ça veut dire c'est l'endroit où l'enquête a le plus de chances de trouver des incohérences vérifiables. Ici, un point revient souvent dans les discussions publiques. Chiron a été amené à l'école par sa belle-mère, Terry, ce matin-là. Elle fait donc partie des dernières personnes connues à l'avoir vu. Mais juridiquement, mesdames et messieurs les jurés, je me dois de vous le dire clairement, tout ce qu'on raconte au-delà des faits établis doit être traité comme hypothèse, rumeur ou spéculation. Ce qu'on peut faire, c'est comprendre pourquoi ce détail devient explosif. Parce que dans une affaire sans preuve physique, la dernière personne confirmée devient automatiquement un point de pression. Et je vous pose une autre question, juré. Si vous aviez été enquêteur ce soir-là, par quoi auriez-vous commencé ? Par les bois autour de l'école ou par la chronologie de ceux qui l'ont vu en dernier ? La réalité, c'est qu'ils font les deux, en parallèle. Et c'est ce qui épuise les équipes. 2 terrains, 2 logiques, 2 mondes. Ce qui rend l'affaire Chiron Orman si frustrante, c'est l'absence d'un élément qui, dans d'autres dossiers, donne une direction. Pas de témoin décisif qui dit « je l'ai vu sortir avec X », pas d'image incontestable qui montre « il quitte le bâtiment » et pas de traces retrouvées rapidement. Résultat, les scénarios restent ouverts trop longtemps, et plus un dossier reste ouvert, plus il y attire ce qu'il y a de pire. Des fausses pistes, des rumeurs, des certitudes de salon, des accusations gratuites. Nous, on reste sur une ligne stricte, chronologie, faits, incertitude clairement marquée. Voici donc les 4 choses que je vous demande de retenir de l'acte 2. En 1, le dernier moment certain.
la présence le matin à l'école, dans le cadre de la science. 2. Le nœud, l'absence notée en classe et l'absence au bus. En 3. La fenêtre, un créneau court où l'enfant disparaît dans un lieu supposé sécurisé. Et en 4. La conséquence. Sans preuve matérielle, l'enquête devient une guerre de détails. Mesdames et messieurs les jurés, l'horreur de cette affaire, ce n'est pas seulement la disparition, c'est le fait qu'elle ait pu se produire sans bruit. Dans l'acte 3, on va entrer dans le cœur noir du dossier, les hypothèses structurées par les enquêteurs, les points de friction, et ce que cette affaire a fait exploser dans l'opinion publique, sans jamais franchir la frontière de l'accusation gratuite. Mesdames et messieurs les jurés, à partir de maintenant, l'enquête change de nature. Elle cesse d'être une recherche au sens physique du terme. Elle devient un travail de verrouillage, un travail sur le temps, sur les déplacements, sur ce qui est prouvable et sur ce qui ne l'est pas. Dans un dossier comme celui-ci, il y a une règle. Quand le terrain ne donne rien, la vérité se cache dans la logistique. Les enquêteurs ne cherchent plus seulement où, ils cherchent comment, et surtout comment un enfant peut disparaître dans un lieu rempli d'adultes sans laisser derrière lui une scène évidente. Alors, ils font ce que fait une équipe sérieuse. Ils reconstruisent l'école comme un mécanisme. Les couloirs, les portes, les sorties secondaires, les zones où personne ne reste plus de quelques secondes. Les toilettes, les coins de vestiaire, les escaliers, les couloirs de service, les accès qui semblent réservés, mais qui en réalité ne le sont pas toujours. Une école, ce n'est pas une prison, ce n'est pas un aéroport, c'est un bâtiment vivant, pensé pour la circulation, pas pour le contrôle. Et c'est précisément ça qui fait peur. Ils reprennent tout. Qui était présent ce matin-là? Pas seulement les élèves, mais les adultes légitimes, parents, personnel, visiteurs. Le jour d'une exposition, une foule devient une couverture. Une foule donne des alibis sociaux. Je suis là pour l'école. Je connais quelqu'un. Je viens voir un projet. Et dans ce décor, l'acte le plus anormal peut ressembler à une scène normale. Un adulte qui marche avec un enfant. Juré, vous le savez, l'enquête n'a pas besoin de 100 hypothèses. Elle a besoin d'une seule charnière. Une image qui prouve qu'il est sorti. Un témoin qui prouve qu'il n'est pas sorti. Une preuve que sa trajectoire a été interrompue à un endroit précis. Sans ça, tout reste flottant. Et le flottement, c'est la pire matière pour la justice. C'est là qu'on comprend pourquoi certains dossiers deviennent des cauchemars. On ne manque pas d'informations, on manque d'informations solides. Parce qu'il y a toujours des gens qui croient avoir vu, toujours des gens qui pensent avoir entendu, toujours des récits sincères mais incompatibles. Et plus la nouvelle se propage, plus la mémoire devient une matière contaminée. On mélange une silhouette avec une autre, un enfant avec un autre, une heure avec une autre. On veut aider, alors on remplit les trous. Et pourtant, l'enquête doit travailler avec ça. Alors, elle fait un tri impitoyable. Ce qui est certain, ce qui est probable, ce qui est possible, et ce qui n'est que bruit. Elle cherche des confirmations croisées, 2 témoins indépendants, un détail exact, un élément externe qui prouve qu'un récit tient. Parce qu'un récit sans preuve externe dans une affaire médiatisée peut devenir un piège. Et pendant que ce tri se fait, une tension monte, la tension du dernier cercle. Dans les disparitions, il y a un réflexe policier universel. Regardez l'environnement immédiat. Ceux qui ont vu, ceux qui ont touché la routine, ceux qui étaient là au moment où la routine s'est brisée. Ce n'est pas une accusation, c'est de la méthode. Parce que c'est l'endroit où l'on peut vérifier vite, où l'on peut trouver une incohérence factuelle, pas une impression. Mais voilà, la violence de ce dossier. Même en scrutant le dernier cercle, l'enquête n'obtient pas la clé. Et quand une enquête n'obtient pas la clé, le public la réclame. Il veut un nom. Il veut une explication. Il veut une fin. Et à ce moment-là, l'affaire devient double. Une enquête policière d'un côté et une enquête populaire de l'autre. Et ces 2 enquêtes ne jouent pas avec les mêmes règles. La police travaille avec des preuves. Le public travaille avec des intuitions. Mesdames et messieurs les jurés, c'est ici que je vous demande de prendre une posture d'adulte responsable. Résister au confort des certitudes. Dans ce dossier, la justice n'a pas tranché.
Il n'y a pas eu de verdict public qui permette de dire « voilà ce qui s'est passé ». Donc, tout ce qui ressemble à une condamnation prononcée par l'opinion n'est pas une vérité, c'est un symptôme. Et c'est dans ce climat que l'enquête devient silencieuse. Parce que si vous avez réellement une piste exploitable, vous ne la mettez pas en vitrine. Vous la travaillez, vous la protégez. Vous évitez de prévenir la personne qui pourrait détruire une preuve, influencer un témoin ou effacer une trace. Résultat, le public interprète le silence comme un aveu, alors que le silence parfois est juste une stratégie. Et c'est exactement ici que je dois vous parler, jurés, de votre rôle dans Au banc du crime. Mesdames et messieurs les jurés, dans une disparition, tout se joue sur 3 gestes simples. Voir, signaler, ne pas laisser passer. Ici, vous pouvez faire la même chose à votre échelle. Si vous voulez suivre cette affaire jusqu'au bout et ne pas rater la moindre pièce du dossier, alors abonnez-vous dès maintenant sur Spotify, Apple Podcast ou YouTube ou là où vous m'écoutez. Un clic et laissez un commentaire, une hypothèse, une question, un détail qui vous frappe, parce que parfois, c'est une remarque qui fait remonter une piste. Reprenons. Ce qui obsède les enquêteurs, ce n'est pas seulement qui, c'est comment. Parce que comment vous dit si la disparition a été opportuniste, un angle mort, une porte, une minute, ou si elle a été facilitée par quelqu'un qui connaissait les routines, les flux et les habitudes d'une école en matinée. Et là, juré, je vous pose une question qui doit vous rester dans la tête jusqu'à la fin. Si quelqu'un a emmené Kyron, est-ce que cette personne a eu besoin de violence ou seulement de normalité? Parce que la normalité est l'arme la plus discrète. Un ton calme, un geste assuré, un « viens avec moi » et personne ne s'arrête. Personne ne demande « qui êtes-vous » parce qu'on ne veut pas devenir parano, parce qu'on se dit « c'est sûrement son parent », parce qu'on a tous appris à faire confiance à certains décors. Voilà pourquoi ce dossier fait peur. Il pointe notre angle mort collectif. Mais juré, la vérité tient peut-être à une micro-scène que personne n'a enregistrée comme une scène. Une micro-scène que quelqu'un a vue, mais sans comprendre. Quelqu'un qui, encore aujourd'hui, se dit « ce n'était sûrement rien ». Dans l'acte suivant, on va entrer dans la zone la plus dangereuse. Celle où l'enquête touche les vies privées, où la pression médiatique fracture une famille, et où l'on commence à confondre douleur, soupçon et preuve. Mesdames et messieurs les jurés, voici le moment où une disparition devient une guerre d'usure. Une guerre contre le temps, contre le bruit et contre la destruction lente des relations humaines. Parce que quand un enfant disparaît et qu'il n'y a pas de réponse immédiate, le cercle familial n'est pas seulement endeuillé, il est disséqué. Et la vérité, c'est que très peu de familles survivent à ça intactes. D'un côté, vous avez l'enquête, froide, méthodique, répétitive par nécessité, les mêmes questions, les mêmes vérifications, les mêmes recoupements. De l'autre, vous avez la vie réelle, la panique, la culpabilité, le besoin de comprendre. Entre les deux, il y a une zone explosive, l'opinion publique. Et l'opinion publique adore une chose, transformer la douleur en scénario. Dans ce dossier, certains éléments deviennent des accélérateurs de soupçons, parce qu'ils s'accrochent à un ressort psychologique simple. Qui était le dernier adulte connu? C'est humain, mais ce n'est pas du tout droit, et c'est là que commence la confusion. L'enquête explore des axes, l'opinion prononce des verdicts. À partir de ce point, toute action devient interprétable. Un mot de trop, un mot de moins, une déclaration à la presse ou l'absence de déclaration. Une émotion trop visible, une émotion jugée pas assez visible. Et vous le savez, on ne juge plus des faits, on juge des attitudes. Or, une attitude ne condamne personne. Juridiquement, mesdames et messieurs les jurés, le cadre doit rester net. Il n'y a pas de condamnation dans ce dossier. Il n'y a pas de procès public qui permette de dire « la justice a établi X ». Donc, ce qu'on raconte ici, c'est une enquête. Pas un verdict. Mais l'enquête, elle, doit avancer. Et pour avancer, elle sert ce qu'elle peut serrer. Les timelines, les déplacements, les interactions. Elle s'intéresse aux liens, aux conflits, aux tensions. Parce que les tensions produisent parfois des erreurs. Et les erreurs produisent parfois des indices. Ce qui rend cette phrase glaçante,
c'est qu'elle transforme une famille en terrain d'investigation. Et ça, c'est une violence qui s'ajoute à la violence initiale. Dans le public, certains noms circulent, certains proches deviennent des personnages. C'est presque automatique dans les dossiers médiatisés. On cherche une intrigue secondaire, une personne mystérieuse, une relation ambiguë. Mais l'enquête, elle, ne cherche pas des personnages, elle cherche des points vérifiables. Et c'est là que la vie privée devient une mine, et un champ de mine. Chaque téléphone, chaque message, chaque trajet est passé au crible. Chaque relation est examinée, non pas pour faire du sensationnel, mais parce qu'un détail logistique peut être la charnière manquante. Dans un dossier sans trace matérielle, les comportements et les déplacements deviennent les seules surfaces où l'on peut accrocher une preuve. Le problème, c'est qu'en parallèle, le public se radicalise. Il ne veut plus attendre, il veut une vérité immédiate. Et quand il ne l'obtient pas, il fabrique une vérité. Avec les morceaux disponibles, avec des déclarations rapportées, avec des insinuations, avec des raccourcis. C'est à ce moment-là que le dossier se met à détruire tout ce qu'il touche. Des accusations deviennent virales, des gens sont harcelés, des familles reçoivent des menaces, les proches cessent de parler parce qu'ils ont peur, les témoins se taisent parce qu'ils ne veulent pas être aspirés dans la machine. Et l'enquête, au lieu de recevoir de l'aide, reçoit du bruit. Et ce bruit-là, juré, il a une conséquence très concrète. Il ralentit, il détourne des ressources, il oblige les enquêteurs à passer du temps à démolir des fausses pistes, à protéger des informations, à gérer des dégâts. Alors l'enquête se referme encore davantage. Moins de communication, moins de détails, parce que chaque détail livré au public devient une munition, pour les bons comme pour les mauvais. Et c'est là qu'une question surgit, une question simple, presque humiliante. Si quelqu'un a vu quelque chose ce matin-là, pourquoi n'a-t-il pas parlé tout de suite ? Pourquoi ne parle-t-il pas maintenant ? Il y a plusieurs réponses possibles, et aucune n'est confortable. Parce que certains témoins ne parlent pas parce qu'ils ont peur, d'autres parce qu'ils se rendent compte trop tard que ce qu'ils ont vu comptait, d'autres parce qu'ils ne veulent pas admettre qu'ils ont confondu ou qu'ils ont négligé un détail, et parfois parce qu'ils se sentent liés à quelqu'un. Et c'est ici que l'affaire Cairo Norman devient vraiment comme une série, dans le pire sens du terme. Elle n'a pas besoin de rebondissements artificiels, elle a déjà ce qui suffit. Le silence, le soupçon, le temps, le public, et une enquête qui, au lieu de se résoudre, s'enfonce. Mesdames et messieurs les jurés, je vais vous poser une question froide. Dans un tel climat, qu'est-ce qui a le plus de chances de survivre ? La vérité ou la rumeur ? La rumeur se nourrit toute seule. La vérité, elle, a besoin de preuves. Et voilà pourquoi, à ce stade, l'enquête se met à chercher une chose au-dessus de toutes les autres. Un élément qui ne dépend pas d'une interprétation. Un élément qui ne dépend pas d'une émotion. Un élément qui ne dépend pas d'une impression. Quelque chose qui tient devant un juge. Parce que tant qu'on n'a pas ça, tout le reste est un cercle. Dans l'acte suivant, on va quitter la tempête médiatique et entrer dans la stratégie froide des cold cases. Ce que l'on peut encore faire, des années après, quand la scène s'est effacée, mais que le dossier, lui, existe toujours. Mesdames et messieurs les jurés, à ce stade, on pourrait croire que l'enquête est figée. C'est faux. Une enquête peut être silencieuse et continuer d'avancer. Elle peut même avancer mieux dans le silence. Ce qui change avec les années, c'est la nature des leviers. En 2010, on charge avec les outils du moment. Recherche au sol, témoignage immédiat, vérification rapide, premières analyses. Mais quand les semaines passent sans preuve décisive, le dossier bascule dans une autre temporalité. Celle où l'on n'attend plus un miracle. On prépare une réouverture intelligente. Un cold case moderne, ce n'est pas une enquête morte, c'est une enquête en attente d'une clé, et cette clé peut venir de 3 endroits seulement. Le premier endroit, la technologie. Ce qui était inexploitable hier devient exploitable aujourd'hui et potentiellement dans le futur. Les capacités d'analyse, la centralisation des données, la comparaison, la réindexation,
Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est souvent là que les dossiers renaissent, parce que l'on revoit l'ensemble avec une logique différente. Deuxième endroit, le dossier lui-même, parce qu'une enquête accumule des milliers de détails, et dans ces détails, il y a parfois une incohérence que personne n'a vue, non pas par incompétence, mais par surcharge. Le cerveau humain se trompe quand il est submergé. Une relecture froide, 10 ans plus tard, peut faire apparaître une évidence qu'on n'avait pas la place mentale de voir au début. Troisième endroit, un témoin. Quelqu'un qui parle, quelqu'un qui se souvient, quelqu'un qui, enfin, relie 2 points. C'est pour ça que les autorités, même des années après, continuent de garder des canaux de signalement. Parce qu'un témoin ne se fabrique pas, il se débloque. Et qu'est-ce qui débloque un témoin ? Parfois un décès, parfois une rupture, parfois la fin d'une loyauté, parfois la peur de partir avec un secret, parfois juste le fait que les années ont passé et que la honte de ne pas avoir parlé devient plus lourde que la peur de parler. Mesdames et messieurs les jurés, je vais vous dire quelque chose d'assez brutal. Il est possible que l'affaire Kyron Orman soit résoluble sans nouvelles preuves matérielles. Si la charnière manquante est un détail logistique, un trajet, une personne présente, une interaction, alors la résolution peut venir d'un recoupement, pas d'un objet retrouvé. Mais ce genre de résolution demande une discipline parfaite, pas un scénario, un verrou. Alors l'enquête se recentre sur ce qu'elle peut prouver. Qui pouvait être là ce matin-là sans attirer l'attention ? Qui avait une raison normale d'être dans ce bâtiment ? Qu'est-ce qui, dans la configuration du lieu et du moment, crée l'opportunité d'un départ discret ? Est-ce qu'une hypothèse tient encore quand on lui retire toutes les émotions ? Et c'est là que le dossier vous oblige à une pensée difficile. Une disparition peut être un acte, mais elle peut aussi être un enchaînement. Dans la plupart des récits médiatiques, on veut un plan, une intention, un monstre. Dans la réalité, il existe aussi des drames qui naissent de l'angle mort, de la minute, de la porte, de la mauvaise décision. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, je dis que c'est une possibilité structurelle et que l'enquête doit travailler avec ce spectre complet. Parce que si l'on se focalise trop sur une seule histoire, on peut rater la vraie. Et le problème, c'est qu'avec le temps, une affaire se fossilise dans l'imaginaire public. Les gens ne retiennent plus les faits, ils retiennent une version répétée tellement souvent qu'elle devient la réalité même sans verdict. Alors, l'enquête moderne doit faire l'inverse, défossiliser, revenir au brut, revenir au prouvable. C'est pour ça qu'une numérisation, une réorganisation, une relecture complète peuvent compter. Ce n'est pas de la communication. C'est une matière de remettre de l'ordre dans 15 ans de pièces et d'éviter que la réponse soit perdue dans le dossier lui-même. Mesdames et messieurs les jurés, je vous demande ici un exercice mental. Imaginez que la réponse soit un détail idiot, un détail qui n'a l'air de rien, un détail que personne n'a sauvé dans sa mémoire parce qu'il semblait banal. Un adulte qui tient une porte, une personne qui marche trop vite, une voiture garée là où elle n'a rien à faire, un sac porté d'une façon étrange, un bonjour entendu dans un couloir, une phrase, un ton. On aime les preuves spectaculaires, mais dans ce type d'affaires, la preuve spectaculairement évidente n'existe peut-être pas. La preuve peut être minuscule, et si elle est minuscule, alors elle dépend d'une seule chose, que quelqu'un la dise clairement et que l'enquête puisse la vérifier. C'est là que cette affaire devient un appel silencieux. Il est possible que quelqu'un, quelque part, possède la minute manquante sans le savoir, ou sans vouloir le savoir. Dans l'acte final, on va fermer l'épisode comme il faut, sans inventer une solution, sans désigner un coupable à la place de la justice, mais en laissant une conclusion forte, une conclusion qui respecte la victime, la famille, et le seul objectif le valable, la vérité. Mesdames et messieurs les jurés, il faut maintenant accepter la chose la plus frustrante en true crime. Certaines affaires ne vous donnent pas la résolution. Elles vous donnent un vide. Et ce vide, si on le raconte mal, devient du sensationnalisme. Et si on le raconte proprement, il devient une leçon. Une leçon sur la preuve, sur la mémoire, sur nos angles morts. L'affaire Kyron Orman, c'est exactement ça. Un enfant disparaît dans un endroit où l'on croit que ça ne peut pas arriver. Et l'enquête, malgré des années, ne parvient pas à produire la charnière publique qui transforme une hypothèse en certitude judiciaire. Alors, qu'est-ce qu'on fait, nous, ici au banc du crime ? On ne fabrique pas une fin,
On ne vend pas une théorie comme verdict. On ne désigne pas un coupable pour soulager. Parce que cette affaire implique des vivants, des proches, des noms, et que le droit n'est pas un accessoire narratif. Mais on peut faire quelque chose de plus utile, mettre le projecteur là où il doit être. D'abord, sur le fait le plus brutal, un enfant ne s'évapore pas. Si Chiron n'a jamais été retrouvé, ce n'est pas parce que la réalité est magique, c'est parce que la minute manquante a échappé aux yeux. Et quand une minute échappe aux yeux, elle peut rester cachée pendant des années. Ensuite, sur la seconde brutalité, la foule n'est pas une protection. La foule est parfois une couverture. Dans une école, un adulte qui a l'air d'avoir sa place peut se déplacer sans être questionné. Et ça, c'est une vérité dérangeante. Nos systèmes reposent énormément sur la confiance et très peu sur la vérification. Et enfin, sur la troisième brutalité, l'opinion publique peut détruire une enquête autant qu'elle peut l'aider. À force de vouloir une réponse immédiate, on crée un brouillard qui étouffe la seule chose fragile et rare, un témoignage propre. Mesdames et messieurs les jurés, si vous retenez une seule idée, ce doit être celle-ci. La vérité a besoin de calme. Le calme, elle ne l'obtient pas toujours. Alors elle attend. Elle attend qu'un détail ressorte, qu'un témoin parle, qu'un recoupement se fasse, qu'une relecture voit ce que personne n'a vu. C'est pour ça que les autorités continuent, année après année, de maintenir un dossier actif, de solliciter des informations, de garder des canaux ouverts. Pas par routine, parce qu'ils savent quelque chose. Dans les dossiers comme celui-ci, la résolution peut être retardée, mais pas impossible. Et maintenant, juré, je vous pose une dernière question. Une question de conscience. Si vous aviez été là ce matin-là dans cette école, et que vous aviez vu quelque chose d'étrange, quelque chose de minuscule, quelque chose que vous n'avez jamais signalé parce que vous vous êtes dit « ce n'est sûrement rien », est-ce que vous pourriez vivre avec ce silence ? C'est ça l'horreur d'un cold case. Parfois la vérité n'est pas enterrée dans un lieu, elle est enterrée dans un humain. Et je termine avec la seule conclusion honnête. Chiron Orman n'est pas une légende, ni un mystère confortable. C'est un enfant. Et un enfant qui disparaît laisse derrière lui un monde qui ne fonctionne plus correctement. Un monde où une école n'est plus un refuge, où un couloir n'est plus un couloir, et où une matinée ordinaire devient une scène impossible à rejouer. Mesdames et messieurs les jurés, ce dossier vous laisse avec une frustration, mais il vous laisse aussi avec une exigence. Ne jamais confondre émotion et preuve, ne jamais transformer le soupçon en verdict, et ne jamais oublier que la vérité dans ces affaires n'a pas besoin qu'on la rende spectaculaire, elle a besoin qu'on la rende possible. Vous venez d'entendre un nouvel épisode d'Au banc du crime. Si cette affaire vous a marqué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune vérité dérangeante. Et laissez une note de 5 étoiles. Vos avis sont la seule arme pour faire vivre ce podcast. Rendez-vous mardi pour une nouvelle affaire.